Bonsoir, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour les aléas du direct avec le lundi du sport mais pas que, puisque vous le savez, on a également de la médecine avec notre professeur Jean Cal. Ça va, professeur? Oui, je vais mettre les lunettes parce que je sais pas, c'est rouge votre pull. Ouais, orangé. Orangé. C'est pas mal, non, la couleur? Joli, ouais, ça. On m'a dit, une petite touche de couleur, ça peut faire du bien. Vous avez été grippé? Oui, j'ai grippé, oui. Un docteur grippé? Oui, je me suis ausculté et maintenant ça va mieux puisque j'ai beaucoup de malades qui sont là. Oui, il y a du boulot là, il y a du boulot ce soir. Vous êtes revenu en forme pour ce soir, regardez, avec une belle sélection de coach Évariste Mendy à vos côtés. Lui, il est coach multisecteur, il fait même les Miss, figurez-vous. Il va nous raconter ça. Il fait même les Miss. En face de lui, un coach que l'on ne présente plus, Philippe Blain, le coach du volley en France, quoi. Bref, faut dire les choses, la vérité, c'est comme ça, hein. Philippe, donc, qui revient après un très long séjour à la tête de l'équipe de France de volley. Si on peut baisser le retour musique, ce sera bien, parce qu'on s'entend plus. Merci les gars, la technique. Et donc, Philippe Blain qui revient au MAVUC, c'est comme ça qu'il faut dire désormais, le MUC pour les historiques, et qui nous fera un point donc de la saison des Montpelliérains au volley. C'est pas facile, mais ça va redresser la tête, c'est sûr. À vos côtés, Robin Gazan, lui, il est coaché par Évariste, si vous avez suivi, c'est mieux, et pour aller préparer le marathon des Sables. Vous n'avez pas froid là, ça va? Non, ça va. Parce que tout le monde me dit, ouais, il fait froid sur le plateau et tout, vous, ça va? C'est comme le marathon des Sables, c'est dans la tête. C'est tout. Alors, je vous ai promis des coachs. Bien, tout à l'heure, on aura Patrice Canaillé également avec nous, le coach du MAHB, bien sûr. Il se dispute au nombre de titres de champion de France avec Philippe, hein, c'est à peu près ça. Vous, combien de fois, vous? Oh, j'ai pas tant de titres que ça parce que je l'ai eu jamais plus. été champion de France d'ailleurs. Non. Si, en tant qu'entraîneur, on l'a été. On l'a été avec Cannes, mais avec le MUC, c'est vrai moi, j'ai jamais été champion de France. Et un peu après, quoi. Un peu après les titres. Les titres, ça a été surtout avant. C'était avant que vous arriviez. Et puis après, non, on est allé jusqu'au final, mais non, il a certainement plus de titres. Canaille a certainement plus de titres de champion de France aussi en tant qu'entraîneur. Parce que moi, en fait, j'ai passé plus de temps à l'étranger, avec la tête de l'équipe de France, donc j'ai des médailles d'argent et de bronze de grandes compétitions internationales, mais peu de titres de champion de France. Patrice Canaillé qui reviendra bien sûr sur ce match hier, l'avant-dernier match de poule de la Ligue des Champions avec ce match nul à l'Arena. J'ai presque tout dit, je vous ai pas dit qu'il y avait Jean Brun. Bonsoir Pierre-Paul. Mais c'est normal, c'est les sports, donc il y a Jean Brun, ce soir, il a préparé. C'est ça l'info. Et tout de suite, une sélection de l'info du jour avec les titres. Marlène, tout de suite. Et elle, c'est sûr qu'elle a préparé. Bonsoir Marlène, ça va bien? Bonsoir, ça va bien, oui, merci. Avec un retour sur ce conseil municipal à Nîmes où on a beaucoup parlé de la semaine des 4 jours et demi. Oui, le rythme scolaire, la réforme des rythmes scolaires qui était donc au cœur des débats samedi. Et dans les écoles de la ville, le passage aux 4 jours et demi ne se fera pas avant la rentrée septembre 2014. La majorité UMP dénonce notamment un manque de concertation et un surcoût estimé à 1 400 000 € pour la ville, c'est-à-dire 120 € supplémentaires par élève. Va-t-il rester des villes qui vont démarrer dès la rentrée 2013? Ça, c'est une bonne question. On a manifesté pour l'Occitan. Oui, les défenseurs de la langue régionale étaient dans la rue samedi à Montpellier. Ils étaient environ 500 à défiler du Pérou à la préfecture pour dénoncer le projet de loi de refondation de l'école. Une mobilisation à l'appel du mouvement Pays Nostre qui a rassemblé les associations occitanes, mais aussi les camps d'adrette et le parti occitan. Les occitanistes qui jugent que le gouvernement ne s'engage pas assez en faveur des langues régionales. À Montpellier, par exemple, les 2 postes en langue occitane devraient être supprimés à la rentrée prochaine. Et vous avez peut-être reconnu Lise Gros qui anime sur notre chaîne Languedoc sur ces images. On retourne à Nîmes avec la coupole qui fait peau noble. Oui, non, pas tout à fait. Je vais vous présenter Lauriane et Roberto. Vous allez voir sur ces images, il s'agit des 2 jeunes Nîmois choisis pour être les nouveaux visages de la coupole à Nîmes. Au lieu de faire appel à une personnalité connue ou un mannequin, le centre commercial a organisé pour la 3e année consécutive un grand casting d'anonymes pour choisir qui le représenterait. Et cette année, la nouveauté, c'est qu'il s'agit d'un couple, même si Lauriane et Roberto ne se connaissaient pas avant ce week-end. C'est donc le couple phare de la coupole cette année. Ah, mais peut-être qu'après
ça débouchera sur les trucs, ça on sait pas. Ça fera à nouveau le buzz du coup. De le suivre. Un mot de météo, la pluie c'est fini. Oui, ça y est, il fait beau demain, normalement, un beau soleil. Ça dure jamais bien longtemps la pluie chez nous. Ici ça va. Il fera frais le matin, en revanche, à peine 1 degré à Avignon, 2 à Nîmes et Montpellier, 3 degrés à Béziers. L'après-midi, les températures seront comprises entre 12 et 13 degrés sur le Gard et l'Hérault. Merci Marlène. Le rappel des titres tout à l'heure à 19h. Le journal, bien sûr, à 19h30. On enchaîne avec le sport. Et nous avons un marathonien sur le plateau, nous avons un volleyeur et vous avez choisi, Jean, de commencer par le rugby. Oui, je commence par les sports qu'il ne connaît pas en fait. Parce qu'après on va parler volley, c'est le seul sport qu'il maîtrise. Donc, vous avez vu, je le soigne quand même. On est logique, vous savez qu'on est très très logique sur TV Sud. Non, alors moi je vais vous dire un truc, parce que Jean, vous n'étiez pas là la semaine, jeudi dernier, il m'a vendu un match du MHR à Toulon en me disant, ce match-là, je le sens bien, là on va gagner. Là, non, c'est pas comme ça que je vous ai présenté les choses. Là, je vous ai dit, il y a peut-être une place, après une déculottée pareille, il y a deux solutions. Ou vous vous retrouvez avec une équipe hyper revancharde, ou alors elle est vraiment dans une, phase négative. Genre, calmez-vous, on restait, pour ceux qui... Voilà, sur une grosse défaite de Toulon à Bordeaux. 41 points à 0 à Bordeaux. Voilà, donc 0. Donc vous vous êtes dit, bon, Montpellier sur une bonne dynamique. Mais les Montpelliérains aussi se le sont dit. Et oui. Et alors, ils se sont dit, c'est peut-être une équipe, c'est peut-être le bon tempo pour prendre cette équipe. Et malheureusement, ce que je vous propose, c'est de voir le résumé de Mouad Yakabi. Vous allez vous rendre compte que c'était pas si faiblard que ça. Certains ont pu l'imaginer. C'est parti. Le destin d'un match tient souvent à pas grand-chose. À un trait de fourberie, par exemple, lorsque le Toulonnais Bakis Bota bouscule Yoann Londrin, le Montpelliérain vient se télescoper avec Durand, carton jaune dès la 14e minute. Fabien Galtier fulmine dans son coin. Peut-être sait-il que le match est déjà perdu. Soucieuse de se racheter après la rouste contre Bordeaux, l'armada toulonnaise se réveille et fait parler la poudre. On est très loin de l'équipe apathique que le MHR a écrasé en H-Cup. La défense montpelliéraine tient, mais finit par rompre devant les coups de boutoir répétés des Toulonnais. La première mi-temps s'achève sur le score de 29-6 et plus personne ne se fait d'illusions sur l'issue du match. L'objectif est d'éviter à tout prix la raclée, mais les hommes de Bernard Laporte en veulent toujours plus. Les séquences se suivent et se ressemblent et la défense montpelliéraine montre ses limites. Benjamin Lapère marque le 3e essai, synonyme de bonus offensif. Les Montpelliérains sont sonnés et vont continuer de sombrer devant des Toulonnais à l'assurance retrouvée. Gito à l'heure de jeu, puis Roux à la 70e minute viendront clore le spectacle devant un stade de Mayol qui n'en demandait pas tant. Le MHR, incapable de marquer le moindre point en seconde mi-temps, a intérêt à très vite oublier cette déconvenue. Après tout, Fabien Galtier le dit lui-même, la roue tourne, mais il faut pédaler. Et on a vu Fabien Galtier en discussion avec l'arbitre, non? C'est ça à la fin? Oui, parce que sur la première faute, effectivement, c'est pas si évident que ça, quoi. Hein. Ouais. Donc le carton jaune est un peu dur et ça enclenche toute la séquence qui en découle. Oui, mais enfin, ils n'ont pas marqué leurs 51 points dans les 10 minutes, là. Exactement. Et puis, il faut pas oublier une chose, c'est que le prochain adversaire de Montpellier, c'est Bordeaux. L'équipe qui a passé 41 points à Toulon. Donc il faut se compenser de Toulonnais. Il faut faire attention que ça n'arrive pas à Montpellier aussi. Parce que là, Philippe, vous qui avez entraîné des équipes nationales ou comme des équipes de club, quand on prend une telle déculottée, il faut le dire, qu'est-ce qu'on peut faire la semaine suivante pour essayer de remettre les esprits dans le bon sens ? Après, ça dépend beaucoup de la qualité du groupe. Si de temps en temps des défaites, c'est au contraire une belle gifle qui arrive au bon moment pour refaire partir les gens dans le bon sens et refaire fonctionner un groupe. Après, il y a les aléas aussi des blessures, des absences, etc. Et dans le rugby, je sais que ces temps-ci, c'est quand même extrêmement compliqué. Donc, la réalité d'un jour n'est pas forcément celle du lendemain. L'adversaire change et puis le timing. Maintenant, une victoire est toujours un moment très positif sur lequel il faut savoir surfer, mais sans non plus imaginer que tout est arrivé, parce que derrière, des fois, à ce moment-là, la nouvelle déculottée revient. Donc, une équipe de haut niveau, en principe, c'est une équipe qui est stable, qui tient la distance, qui descend pas en dessous d'un certain niveau. Là, c'est véritablement une équipe de haut niveau. C'est quand même le cas de Montpellier, hein, qui fait une saison, encore une fois, on va regarder les résultats. 4e, 5e. On va regarder les résultats avec cette défaite de Montpellier, lourde, hein, mais bon, de toute façon. L'événement, c'est Perpignan qui vient à bout de Toulouse, à Toulouse. Ouais. Hein. Alors, d'un petit point, c'est sûr. Guy Novès va encore nous dire que c'est la faute de l'équipe de France. Ah oui. Mince, il ne jouait pas. Ah, oui. Alors là, on est coincé.
sais pas comment on va faire. Mais bon, je peux pas le dire. En tout cas, Perpignan a tapé Toulouse, Toulon 51-6 face à Montpellier, Grenoble 27-13 face à Agen, Clermont... Les Bordelais ont perdu au Stade Français. C'est ça qui nous intéresse, cher Jean-Brun, parce que oui, bon, mais le Clermont a aussi Bayonne, passé un gros carton à Mont-de-Marsan, 56-3. Oui, soit. Mais bon, Bordeaux, prochain adversaire français. de Montpellier, a perdu au Stade Français. C'est parce que le Stade Français, ils ont Bruce Willis dans leur équipe. Je ne sais pas si vous avez vu dans les journaux en ce moment. Et Bruce Willis joue au Stade Français, donc ça leur donne des ailes. Hard. Alors au classement, ça nous donne les Montpelliérains qui sont à une bonne petite 5e place là. Hein, donc c'est pas la 2e place que vous nous aviez promis. C'est pas non plus la 3e ou la 4e. Il faudrait jouer à l'extérieur dans cette configuration, celle-là. C'est ça, j'ai compris. C'est ça qui est embêtant, c'est que là, si ça reste comme ça, en gros, vous allez aller jouer à Castres comme l'an passé, et c'est toujours très compliqué d'aller jouer à Castres, surtout une phase finale. Et ouais. Mais bon, c'est pas parce que voilà, il faudra aller la jouer, il faudra aller la gagner. Pas vrai, cher professeur? Non mais alors. Non mais alors. Si on parlait volley. Allez. Ce week-end. Vous avez quand même Philippe Blain avec vous, là. Exactement. Pas rien, ça. Alors, on va parler des autres d'abord. Pour vous donner 2-3 résultats, l'Arago de 7 est allé s'incliner au Paris Université Club 3-7-2. Ça arrive. Ils prennent un point quand même. Ils prennent un point, mais c'est vous qui expliquez. C'est vous qui maîtrisez bien le règlement du volleyball, qui est un truc absolument facile à comprendre. En gros, vous perdez, vous marquez des points. Vous gagnez, vous ne marquez pas tous les points. Excusez-moi, mais au rugby, vous avez des points de bonus défensifs et offensifs, donc c'est exactement le même principe. C'est l'équivalent d'un point de bonus défensif. C'est basé sur la même intention. C'est d'essayer de resserrer le championnat. Dès qu'il y a deux partout, ça veut dire que chaque équipe pourra marquer un point, et puis celui qui gagne le tie-break prend un point supplémentaire. Donc, voilà. Il ne faut pas lâcher les matchs. Voilà. Exactement. Donc l'Arago de 7 s'est incliné à Paris, et Narbonne, en revanche, à Dominicaine 3-7-2. Pour Montpellier, ça s'est également bien passé, puisque Montpellier s'est imposé 3-7-1 face à Avignon. Il y a eu changement d'équipe d'entraîneur. Arnaud Josserand est revenu. Vous êtes venu donner un coup de main, c'est ce que vous dites. C'est vraiment un pur coup de main bénévole que vous venez donner à cette équipe qui est un peu votre équipe de cœur. Ah ben oui, ça, Montpellier, pour moi, c'est pratiquement tout, puisque j'ai fait toute ma carrière de joueur ici à Montpellier, à l'exception des 2 dernières années où effectivement j'étais parti en Italie jouer comme joueur professionnel, mais sinon j'ai fait toute ma carrière ici. Mon père a été président pendant 30 ans, donc je suis toujours resté proche de cette équipe-là. Moi, même quand j'étais entraîneur de l'équipe de France, j'ai continué à habiter Montpellier ou Sète, donc je suis vraiment resté dans ce berceau. Et quand président Kellar m'a appelé suite un peu aux difficultés qu'avait l'équipe, et ben on a essayé de, voilà, moi bénévolement sur le temps que j'avais à disposition, de venir donner un coup de main pour d'abord parce que le groupe était sain. Ils avaient vraiment envie de s'en sortir. Ils avaient envie ils méritaient pas la place à laquelle ils étaient. Donc voilà, remettre un petit peu de liant, des systèmes de jeu qui avaient été un petit peu oubliés, rechanger un petit peu la programmation du travail. Et puis Arnaud a fait un bon travail aussi avec l'équipe, qui avait vraiment envie de s'en sortir. Alors certes, le premier match contre Nantes, ça avait été une sacrée correction parce que Nantes avait très bien joué. Mais là, il y a vraiment des signes positifs. Et ce match contre Avignon était très important. Un peu nerveux au début, mais le résultat final est plutôt positif. Il y avait de l'enjeu sur ce match. C'est ce qu'on appelle, ça fait partie des matchs à 6 points, c'est-à-dire face à un concurrent direct. Exactement. Dans la lutte pour le maintien. Donc là, c'est vrai que sur cette saison, il n'y a pas énormément de choses à attendre. C'est vrai, on peut toujours mathématiquement aller chercher les playoffs, mais il n'y a pas énormément de choses à attendre. Le plus important, c'était de remettre une dynamique, de retrouver un petit peu ce que cette équipe était capable de faire sur le terrain. Donc là, petit à petit, ils prennent confiance, ils commencent à vraiment trouver un fond de jeu. Et puis après, il faudra s'attacher à préparer la saison prochaine pour remettre le volley là où il doit être. Est-ce que dans les sports d'équipe, c'est pas dans le volley que le mental est le plus important, parce que justement, il n'y a pas de contact physique avec l'adversaire et qu'on n'a pas cette capacité justement à vraiment défier physiquement la personne en face? Est-ce que c'est pas là qu'il faut une tête? Un joueur tout seul ne peut pas faire la différence. On ne peut pas prendre le ballon et aller marquer un essai ou marquer un panier ou marquer un but. Là, il y a forcément une action collective de tous les joueurs. Donc cette symbiose de l'équipe entre eux, cette capacité à jouer ensemble, elle est extrêmement importante. Et comme effectivement ce n'est jamais un défi physique, même si
plus vous avez des joueurs qui sont hauts et qui sont puissants, plus c'est facile quand même de perforer la défense adverse. Mais c'est vrai que c'est toujours un principe tactique, collectif qu'il faut arriver à mettre en place. Et effectivement, comme en plus on est sur de la marque continue, ça va très vite. Dès qu'une équipe devient nerveuse ou qu'elle n'a pas véritablement confiance en elle, eh ben souvent les mauvais résultats s'enchaînent. Donc ce capital confiance, il est important de le construire dans l'avant-saison et ensuite tout au long des matchs. Sur cette saison-là des Montpelliérains, on les a pas vus forcément les plus beaux du monde en septembre. Enfin, quand même, on s'attendait pas à autant de difficultés. Comment vous l'expliquez que la mayonnaise est pas prise à ce point-là? D'abord, une mayonnaise, elle ne prend pas toujours dans un collectif, mais là, pour ce cas-là, c'était pas tout à fait le cas. Je pense qu'il y a des équilibres dans l'équipe qui sont pas parfaits. Mais il y avait quand même les moyens de faire. Simplement, ça s'est pas bien avec Jean-Marc Biezot, ça s'est pas bien organisé, manquait un petit peu de système, d'organisation collective. Et puis à partir du moment où les mauvais résultats ont commencé à s'enchaîner, vous rentrez dans une espèce de spirale qui a plutôt tendance à vous faire descendre dans le classement. Donc voilà, je suis pas du tout un partisan de dire quand ça va pas bien, on vire l'entraîneur et ça va forcément aller mieux. À mon avis, c'est pas toujours le cas. Comme c'est plus compliqué de virer tous les joueurs. De temps en temps, effectivement, il y a besoin de changer des choses, voilà, de modifier un discours, de changer certains systèmes, de redonner confiance aussi aux joueurs, surtout quand le groupe est sain, et comme je disais tout à l'heure, et qu'il avait vraiment envie de bien faire. Quels peuvent être encore les objectifs là pour Montpellier? Éviter la cata de la descente, pourquoi pas viser encore les playoffs, même si on va regarder à nouveau le classement, je ne sais pas si on a le classement, 22 points, c'est la 8e place, hein, donc c'est 6 points par rapport à Beauvais qui se trouve être, qui plus est, le prochain adversaire. C'est possible d'aller encore chercher. Oui, on va jouer Beauvais, on va jouer Ajaccio, on joue Tourcoing, donc oui, il y a toujours possibilité d'aller chercher ces playoffs, mais moi je crois que pour la saison, bien entendu, c'est de ne pas descendre, parce que là la descente serait catastrophique. Par contre, si déjà on remonte un dynamisme à la fois sur le terrain dans l'équipe et sur le club pour préparer la saison suivante. C'est extrêmement important de finir une saison avec un dynamisme complètement différent, une vision même de l'équipe. Quand les gens viennent la voir, moi je veux qu'on voit une équipe qui sur le terrain a envie de se battre, envie de vraiment de faire du spectacle sur le terrain, parce que ça fait partie de ce que le Montpellier volley doit être. Donc voilà, si déjà à la fin de la saison ça peut être ça, pour bien construire la suivante, on aura fait un grand pas en avant. Alors vous savez qu'on a un spécialiste du volley dans l'équipe, qui est là. Il est spécialiste de la médecine aussi, donc il avait le choix dans la vie. Soit il faisait du volley, ça n'a pas marché. Voilà. Donc il a fait médecine. Une fois, il va se soigner vraiment, quoi. Ouais, donc c'est-à-dire qu'on a un grand malade là. Hein. C'est quand même un des plus grands malades du volley. 340 sélections en équipe de France. Hein, c'est ça à peu près. C'est ça. C'est un monument, on va dire. Il a une statue là-bas. 20 mai 1960 à Montpellier, il est né. C'est le seul joueur à faire des manchettes avec les bras pliés. Vous savez, le principe de la manchette, ce qui est important, c'est que le ballon, il arrive parfaitement sur le passeur. Après, vous le faites un peu comme vous voulez. Mais la manchette, c'est ça. Hein. Je vous montre parce que je suis le roi de la manchette. La manchette, pas la machette. La manchette. Et la manchette, c'est autre chose. Comment tu faisais alors pour faire des manchettes de bras pliés? Oula, là, on n'a ni la place, ni le moyen de l'expliquer. Envoie un ballon. Il y en a qui ont essayé de modifier mon geste au départ, car certains entraîneurs, et puis ils n'y sont pas arrivés, et puis tant mieux, parce que c'était plutôt mon point fort. Donc il n'a jamais gagné le championnat de France en tant que joueur. Et en plus, il a été meilleur. Hein? Il y a d'autres titres. Oui, non, mais en tant que joueur, c'est quand même, c'est important. Soyons précis, il est précis, lui. C'est pas parce que vous n'avez pas bien préparé, vous, que lui, il n'a pas bien préparé. C'est quelque chose qui manque dans son truc. Je suis désolé. C'est surtout parce que j'ai été fidèle au club et que je suis resté au club et que, voilà, j'ai plusieurs fois des possibilités de partir pour les jouer dans les clubs qui jouent champion de France, mais bon. Meilleur souvenir de le meilleur match, comme ça, s'il y en a un à sortir des grands moments peut-être en équipe de France. En équipe de France ou à Montpellier? En équipe de France. En équipe de France, oula, il y en a tellement que... Meilleur joueur du championnat du monde, en 87. C'est vrai qu'à Bercy, quand j'ai été appelé pour monter sur le podium en tant que meilleur joueur des championnats du monde, voilà. Ça remue. Oui, ça remuait. En plus, mon père qui était arrivé vers l'estrade un peu avec toute la fierté qu'il avait dans le regard, donc c'est vrai que c'était un moment incroyable. Alors on m'avait promis un ballon de volley, mais et là il faut une piscine pour jouer avec celui-là. C'est pas terrible, c'est pas vraiment. C'est du beach. Il va falloir alors il faut surtout, il est en plus dégonflé. Donc comment tu le fais alors pour la manchette? La manchette.
Et là, je peux pas, parce que je peux pas plier les bras. Mais en fait, c'était simplement parce que je me trouvais plus à l'aise proche de moi que loin de moi. Donc, j'avais naturellement développé cette chose-là. Mais je pense que je l'avais développé sur au coquille à Palavas, parce que si vous vous rappelez bien, on jouait à 4 contre 4. J'étais au centre, il fallait réceptionner au fond du terrain et monter en balle rapide. Donc j'avais développé un peu une technique comme ça qui me permettait de traverser le terrain en même temps que ma réception. Il y a la question coquine. Oui, vous n'échapperez pas à la question coquine. Une question coquine, alors qu'il y a bien sûr un rapport avec le volet. Alors est-ce qu'en amour, Philippe, est-ce que tu préfères voler dans les plumes et se retirer avec une manchette, les petites manchettes, ou alors faire une passe sachant que la touche doit être instantanée? La touche doit être instantanée dans les passes. Vous savez en général, à la fin de la question, on se rappelle plus. Il faut vraiment choisir là. Sinon, c'est collé. Si on touche mal, c'est collé. Et si on dit la réponse, c'est les deux, votre honneur, c'est bon. C'est vraiment. C'est valable aussi. Merci Philippe Blain, restez avec nous, vous restez tous avec nous, vous Jean-Bras également, et vous professeur. C'est bon, vous pouvez rester en deuxième partie des aléas du direct. Et puis on a Patrice Cadeille qui va nous rejoindre dans un instant.